Je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote qu'on prête à Freud en route vers les États-Unis, mais arrivant en vue du port de New York, et Freud se tournant vers Carl Jung, avec lequel il ne s'était pas encore fâché, et lui disant s'il savait qu'on leur apporte la peste. Donc, j'espère que je ne vais pas être ce soir le Nosferatu de service, mais il faut bien dire que parler de la psychanalyse touche à l'intime, touche au corps, touche à ce que certains considèrent comme scabreux. Ce n'est pas un sujet facile, surtout pour les contes. Je pense que la meilleure façon de procéder, c'est de partir du rêve. Qu'est-ce qui se passe dans un rêve? Il se passe qu'il y a un récit souvent insolite, baroque, surréaliste, et ce récit est fabriqué non pas tant avec des mots qu'avec des images tout aussi surréalistes que la trame du récit. Freud disait que tout rêve, chacun des mots de Freud compte à mon avis, tout rêve est l'accomplissement imaginaire d'un désir réprimé. Les deux mots importants, c'est, je pense, imaginaire et réprimé. En effet, dans le rêve remontent des choses qui peuvent naître de notre plus petite enfance, quand nous ne parlions pas encore, que nous pensions avec des images, comme dans le rêve. Il faut aller voir ça de plus près. Alors, il était une fois une femme, comme dans un conte, une femme qui avait une obsession, paraît-il fréquente. Elle avait l'obsession d'être grosse. C'est pas qu'elle était grosse, mais elle se sentait grosse. Le matin, à peine réveillée, elle se précipitait sur sa balance, enlevait son vêtement de nuit, se penchait, regardait, atterrée ou réjouie, l'écran de sa balance perfectionnée. Quand on a une compulsion de répétition, comme disent les psychanalystes, quand ça répète, quand ça se répète, quand ça se renouvelle, c'est que quelque chose, quelque part, n'a pas été compris. Or, une nuit, cette dame rêva que des poissons gluants passaient entre ses jambes. On le sait, l'inconscient, pour se faire jour, triche. Il condense, coagule, met une chose à la place d'une autre. Jacques Lacan disait que, en définitive, le rêve, et j'ajoute le conte, le rêve navigue, se propage, se développe par métaphore et par métonymie, c'est-à-dire mettre une chose à la place d'une autre. La chose n'est pas celle que l'on croit. Ce serait important pour comprendre les contes. Mais le rêve trafique aussi les mots. Il fait des mots valises où il utilise des mots ordinaires qu'il faut peut-être décortiquer, désarticuler pour en comprendre le sens. Mais on peut se poser la question, où est le désir de la dame qui se croyait grosse et qui n'était pas grosse? Quand l'inconscient est sur le point de franchir la conscience, on le sait, dans le rêve, on se réveille, souvent en sueur et angoissé. C'est là que l'inconscient va franchir la frontière du conscient et soudain, se produit le réveil brusquement. Alors regardons ça d'un peu plus près, ce rêve de cette dame. Poisson. Poisson. Si on démonte le mot, si on le bouscule, si on le bascule, on a poisson, poids, son poids, poisson, son poids. Donc, la dame a l'obsession d'être grosse. Ça, elle le savait, mais là, c'est son désir. Elle désire peut-être être grosse. Et pourquoi pas? Ne désirerait-elle pas être grosse? Être grosse, c'est être enceinte. Mais on a le désir. On a attrapé le désir, là. La dame peut être enceinte, mais ce n'est pas illégitime en soi d'être enceinte.
Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, il faut aller chercher dans les images. Les images et du rêve et du conte sont des images qu'il faut traduire. Seulement, on ne peut pas les traduire exactement avec des mots. Elles ont un flou. Elles bougent. Il faut essayer de les arrêter. Qu'est-ce que c'est ces poissons qui passent entre les jambes de la dame et qui sont gluants? Alors si on traduit littéralement, on peut dire ça ressemble fort à des spermatozoïdes. Alors, pour comprendre pourquoi la dame veut être enceinte, il faut entrer dans son histoire personnelle. Pourquoi veut-elle être enceinte? Mais surtout, il faut chercher où est, pourquoi il y a la répression du désir, la censure de ce désir. Comme je l'ai dit, être enceinte est quelque chose de tout à fait légitime. Alors, en entrant dans l'histoire personnelle de cette dame, on apprend que tout enfant, et jusque dans son adolescence, elle a désiré avoir un enfant de son père. Voilà donc le désir, et voilà le désir réprimé qui apparaît dans le rêve. Comme disait Sganarelle dans Le médecin malgré lui, voilà, madame, justement pourquoi votre fille est muette. Et voilà pourquoi. Il faut se méfier de ce que cache l'obsession d'être grosse quand on ne l'est pas. Alors passons au conte. Ce qui se passe dans un rêve, c'est un conte interprétable par ceux qui l'écoutent. Les trésors du folklore, les mythes, les légendes, les contes, dit Freud, sont des reliquats, des déchets, des restes déformés, les reliquats déformés de désirs de nations entières, les rêves séculaires de la jeune humanité. Dans un conte islandais, on découvre un poisson qui est lui aussi bien suspect. Je lis ce passage du conte. Il était une fois un duc qui avait une jeune épouse. Ils s'aimaient tendrement, mais ils étaient restés longtemps sans enfant et en avaient bien du chagrin. Un jour, pour se divertir, la dame se rendit dans un joli petit bois avec ses suivantes. Elle y succomba à un sommeil si profond qu'elle ne put en repartir. Et dès qu'elle fut endormie, elle vit en rêve 3 femmes vêtues de bleu s'approcher d'elle et lui dire « Nous savons que cela t'attriste de ne pas avoir d'enfant, et nous sommes venus te porter conseil. Lorsque tu te réveilleras, va jusqu'à un ruisseau tout près d'ici. Là, tu verras une truite. Allonge-toi par terre à côté du ruisseau et bois de son eau en sorte que la truite se glisse dans la bouche. Aussitôt après, tu concevras avec ton époux. » La dame se réveilla et songea à son rêve, se rendit au ruisseau et aperçut la truite. Elle suivit les conseils des dames, puis elle rentra chez elle. Quelque temps plus tard, elle sentit qu'elle était enceinte. Là où les poissons, dans le rêve de la dame qui se croyait grosse, ne faisaient qu'une croisière entre ses jambes, ici, on se retrouve avec un poisson, une truite en l'occurrence, qui est avalée. Comme je l'ai dit, comme dans le rêve, le conte met un objet à la place d'un autre objet. Il faut chercher derrière l'image ce qui se dit que nous ne percevons pas. J'ai l'impression, mais c'est une interprétation, on en pourrait trouver d'autres, j'ai l'impression que sous cette truite, il y a le sexe du duc et dans la bouche de la bouche de la dame représente plutôt son sexe que sa bouche. En fait, le conte nous raconte, à travers cette histoire qui peut paraître curieuse, mais qui n'est pas scandaleuse, elle nous raconte que le duc, enfin, peut-être, a pu honorer sa femme. Les spécialistes du conte disent que le conte n'avance pas par idée, mais avance, excusez-moi du mot qui fait un peu cuisse très savant, par figurabilité. C'est-à-dire, il fait des figures, il donne des formes. Au lieu, par exemple, de dire qu'une mère est une mauvaise mère, il l'appellera une marâtre. Dans la plupart des contes, ne vous y trompez pas, la marâtre, c'est la part mauvaise de la mère de l'enfant.
Si vous voulez, on se retrouve avec ce phénomène de métonymie, mettre une chose à la place d'une autre. C'est exactement pareil que lorsqu'on dit « j'ai une ardoise chez l'épicier ». Par ardoise, il faut entendre dette. Quand on dit marâtre dans un conte, il faut entendre mère. Ou bien encore, au lieu de parler des aspects physiques de l'amour, le conte va inventer l'histoire d'une bête qui veut épouser une belle. La bête sera monstrueuse. Souvent, les versions les plus populaires du conte, quand la bête dit à la belle « voulez-vous m'épouser ?» dans les versions les plus populaires du conte, on a « voulez-vous coucher avec moi ?» Donc, sous cette histoire de la belle et de la bête, se cache, le conte raconte en fait la part animale qu'il y a dans toute sexualité. En fait, les désirs inavouables sont badigeonnés à travers des images imaginaires qui sont beaucoup plus acceptables que si l'histoire était racontée crûment. Il n'y a en effet pas lieu de s'effaroucher, même si on trouve ça un peu curieux, qu'une dame avale une truite vivante. En fait, le conte permet de représenter ce que l'on n'ose pas dire ou ce que toute société censure. Plutôt que de continuer à faire de la théorie, je voudrais prendre un conte, peut-être deux si j'ai le temps, pour essayer de le décortiquer. Le premier conte s'appelle Percinette. Pardon. C'est le conte d'une femme enceinte, encore décidément. C'est le conte d'une femme enceinte qui a un désir effrayant de Percy. Elle demande à son mari d'en en chercher. Le malheureux mari regarde le mur de la propriété voisine et s'aperçoit qu'il y a des plates-bandes entières de persil. Il franchit le mur, cueille le persil, une fois, deux fois, mais à la troisième fois, la propriétaire de cette propriété est ou une ogresse, une magicienne, ou une méchante fée. Elle dit à l'homme, tu peux prendre tout le persil que tu veux, à la condition que lorsque ton enfant naîtra, à 12 ans, tu me le confieras. En fait, ce vol de persil cache quelque chose qui surprend un peu. En fait, il cache la jeune fille qui va naître, la petite fille qui va naître va s'appeler Percinette ou Fleur de Persil, dans toutes les versions du conte. En fait, ce vol de... Donc elle porte, cette jeune fille porte le nom de la transgression de cette femme, de ce vol. Mais que vole-t-elle en fait? Elle vole, à travers ce vol du persil, elle vole le fait d'être mère à sa mère. Elle va mettre au monde quelqu'un, un nouvel être, et du coup, sa mère à elle, va être considérée comme ne pouvant plus enfanter, arrêtée dans sa vieillesse. L'autre génération qu'elle représente en mettant un enfant au monde apparaît et fait disparaître l'ancienne génération. Tout le conte va porter sur cette problématique, le nom de la petite fille et l'effigie même de la transgression. Quand la petite fille a 12 ans, c'est-à-dire qu'elle est nubile, sa marraine, celle qui l'a acquise auprès du père, l'enferme dans une tour sans porte qui n'a qu'une seule fenêtre. Cette tour est parfois construite sur une île. À l'évidence, ici, on a une reduplication du schéma. Cette mauvaise fée, cette ogresse, cette magicienne, au fond, n'est qu'un double de la mère de Percinette. C'est la part mauvaise de la mère de Percinette, la face cachée de cette mère qui veut à son tour
interdire à sa fille de procréer, parce que elle serait, elle aussi, considérée comme une femme vieille, puisque une autre génération naît. Certaines versions du conte, d'ailleurs, l'avouent carrément, c'est non pas une marraine, une fée, une ogresse, etc., qui enferme la petite fille dans cette tour, mais c'est la mère même de Percinette. L'image de cette tour sans porte est tout à fait explicite. En fait, la tour représente la petite fille, elle n'a pas de porte en bas. Ça veut dire que son sexe est interdit par sa mère. Le sexe, on a une image qui renvoie à une autre image, une métonymie. Le sexe interdit est déplacé dans l'image d'une tour sans porte. Mais un jour, comme dans tous les contes, quelque fils de roi ou un beau prince parvient à pénétrer dans la tour. En fait, il faut comprendre qu'il pénètre la jeune fille. D'ailleurs, elle est enceinte quelque temps plus tard. La marraine est folle furieuse et exile la jeune fille dans une terre aride, c'est-à-dire sans homme. Ne vous inquiétez pas, le prince va finir par retrouver la jeune fille qu'il a mise enceinte et la marraine va disparaître et dans certains, elle va disparaître parce que le prince est arrivé, qu'il l'a pervertie, qu'il l'a transformée en femme. Dans certaines versions du conte, l'ogresse, la marraine, transforme la jeune fille avant de la jeter à l'exil. Elle la transforme en bec, elle transforme son visage en bec d'âne. C'est ce qui est une façon de dire qu'elle lui nie son être de femme désirable. Mais dans certaines autres versions, elle lui rend, dit le conte, son gentil museau. Faut-il voir dans ce retournement à son statut de femme qu'elle accède pleinement à son statut de femme en devenant à son tour une mère. Dans une curieuse version de cette série de contes, vous savez que les contes sont classés par version, par type. Et souvent, pour avoir une juste idée du conte, il faut en lire plusieurs relatant la même histoire. Dans les variantes, dans les différences, souvent, le sens se cache. Dans une curieuse version, l'ogresse qui a emmené la jeune fille la scelle avec elle, la renferme avec elle dans une tour, elle ne lui donne à manger que de la viande crue. Un jour, un chasseur parvient à cette tour, pénètre et découvre cette jeune fille qu'il libère et on lui donne une nourriture normale, mais elle meurt, comme l'ogresse qui l'avait prise est morte et tuée par le chasseur. Qu'est-ce que le conte veut dire dans cette version qui est une version assez pas drôle, difficile, qui ne se termine pas bien? Il veut dire que quelque part, quand les liens sont trop forts entre une mère et sa fille, ils sont trop crus, n'ont pas été cuits, n'ont pas été assaisonnés, ils n'ont pas été arrangés par la société. Quand ils sont trop crus, quand la société n'est pas passée par là, l'une et l'autre ne peuvent que mourir. Je pourrais analyser un deuxième conte, un troisième conte, mais je pense peut-être que ça suffit. Vous aurez peut-être des questions à me poser. Ce que je voudrais dire pour terminer, si vous voulez, c'est que il n'est pas plus facile de traduire les images du conte que de traduire les images du rêve. Les images déborderont toujours ce qu'on peut en dire. Nicole Belmont, qui est sans doute la meilleure spécialiste du conte en France aujourd'hui, qui a écrit un livre merveilleux, s'il n'y a qu'un livre à lire sur le conte, c'est sa poétique du conte qui est publiée chez Gallimard. Le conte merveilleux, dit-elle, est d'après nous fabriqué de telle sorte qu'il laisse une marge d'indécidabilité quant à sa signification.
Et chacun peut choisir le sens qui lui convient à travers la problématique proposée par la narration. Autrement dit, c'est en fonction de l'histoire personnelle de chacun que le conte va avoir un écho et dénouer, si vous voulez, un certain nombre de nœuds que l'histoire va permettre que le conte raconté va permettre de repérer. Les pulsions probablement les plus horribles qui nous habitent, et cette mise en forme de l'horreur, si vous voulez, et de sa représentation à travers des figures ambiguës, permet à chacun d'entre nous de penser ce qu'il n'ose pas penser. On m'a interviewé à Radio Bleu Limoges, je crois que ça s'appelle comme ça, et la journaliste qui m'a interviewé était un peu étonnée des horreurs que je pouvais lui raconter. Elle me disait, mais alors, on ne peut plus raconter de contes aux enfants? Mais si, il faut surtout leur en raconter, peut-être pas les lire, plutôt les raconter, parce que le texte écrit fixe, il vaut mieux bafouiller, comme je le fais parfois ce soir, il vaut mieux bafouiller un peu en racontant l'histoire que d'avoir une trame trop linéaire, trop tenue. Quelque part, l'enfant s'y retrouvera et découvrira que cet ogre qu'il veut tuer, ou qu'il veut s'emparer des bottes, c'est-à-dire de sa puissance, n'est peut-être qu'une figure de son père. Il le découvrira tout seul. Il faut lui laisser ce chant, ces échos, ces espèces de résonances que procure le conte. Il ne faut pas transformer un conte pour un enfant, je dis pour un enfant, en faisant une analyse savante et scientifique ou psychanalytique. En fait, en prenant des haillons comme ça, le conte, en prenant ses habits parfois de lumière, parfois d'horreur, parfois de bestial, le conte permet, si vous voulez, de fixer, de repérer une figure. Il y a un enfant qui est dans l'angoisse. Il est absolument complètement perdu. Mais si on lui donne, c'est la figurabilité dont je parlais tout à l'heure, si on lui donne une figure pour fixer son angoisse, un ogre qui va le dévorer, eh bien, à ce moment-là, son angoisse se transforme en peur. Il a quelque chose en face de lui sur lequel il peut fixer sa peur. C'est pour ça d'ailleurs que il y a tellement de dragons dans les contes, me semble-t-il, ou de bêtes à 7 têtes, toutes plus monstrueuses les unes que les autres. On leur donne une figure. Le conte nous permet de les reconnaître, de reconnaître celles qui habitent en nous, celles qui s'agitent en nous, afin, en les ayant reconnues, de pouvoir les affronter. Voilà. Oui, on avait prévu quelque chose en 2 volants. Je devais parler de la psychanalyse des contes. Elisabeth va parler ici d'un livre sur lequel nous travaillons depuis 3 ou 4 années, qui, par certains côtés, c'est un livre qui n'existe pas encore, sinon sur papier, mais qui nous demande un mal fou, qui vous montrera comment il y a beaucoup de livres sur le conte, mais je pense qu'il en manquait peut-être un, celui que nous sommes en train de préparer. Très prétentieux. Mais peut-être qu'avant de parler du livre, vous avez peut-être des questions à poser sur l'intervention de Jacques. Oui, je vous en prie. Alors, sur l'origine de la création, Oui. une question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a une volonté
D'abord, les contes ne sont pas écrits. Les contes sont toujours oraux. Alors, on a cette impression de contes écrits, et on en trouve encore par des auteurs qui écrivent des contes, à juste titre d'ailleurs, mais ça vient en gros en France de Perrault et en Allemagne de Grimm, puis après d'Andersen, etc., etc. Donc, les contes viennent probablement, avec Elisabeth, quand on a commencé à travailler sur ce bouquin, on a été effrayés. Là, je suis en train de dire ce qu'elle va dire tout à l'heure, mais on a été absolument effrayés. Les contes sont probablement la masse la plus importante d'un genre, de tous les genres littéraires. Il y en a, mais des centaines de milliers partout. Bon, ces contes viennent probablement du tréfonds de l'histoire, probablement de la préhistoire, parce qu'on retrouve des trames, on retrouve une Cendrillon au Tibet, en Chine, au Japon, en Russie, en Allemagne, en France, etc. L'histoire n'est pas tout à fait la même. Il y a des, j'allais dire, des pâturlurages en fonction de la société. On est ou dans le désert ou dans la montagne, mais la trame est la même. Donc, ces contes qui viennent, qui ont d'abord été contés ou racontés, ont probablement emporté, comme le disait Freud tout à l'heure, ont été emportés par les premiers fantasmes qui se sont emparés des hommes, les premières peurs. Ils ont peut-être d'abord pensé à travers des images. Et donc, ces images sont restées dans le conte. Ce n'est qu'un récit d'images, le conte. Vous trouvez aucune psychologie dans le conte. Vous trouvez, elle était belle, elle était resplendissante comme le soleil, elle était, etc., etc. Mais vous ne trouvez pas une description comme on la trouverait dans un roman de Stendhal ou de Balzac. Donc, le conte a pensé, quand Freud dit ce sont les restes de la jeune humanité, ça veut dire que, il a l'air de dire que cette jeune humanité, c'est l'enfance de l'humanité. Et dans ce genre de conte qui s'est dit, qui s'est redit, qui s'est répété, en se transformant d'ailleurs, puisque chaque conteur, c'est bien le drame aujourd'hui, il n'y a plus éveillé comme il y en avait, on essaie d'en recréer, mais c'est pas tout à fait pareil. Chaque conteur venait avec sa propre imagination, il avait entendu le conte, mais il se le répétait jusqu'à temps qu'il ait mûri en lui, jusqu'à temps qu'il lui plaise. Et donc, c'est sa façon au conte d'avancer, de travailler, d'aller d'image en image. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. L'idée, c'était de savoir si au départ, vous avez répondu en partie, l'idée, c'était de savoir si au départ, il y avait une volonté. Oh, il n'y a pas eu de volonté, il n'y a pas eu de volonté. Les hommes ont probablement, au départ, quand ils se sont mis à raconter, ils se sont mis à raconter à travers des faits, je veux dire, du réel, mais du réel qui devenait fantasmagorique. Imaginons, j'en sais rien, mais qu'ils étaient à l'entrée d'une grotte autour d'un feu où les ombres dansaient et où prenaient des formes inquiétantes. Et tout ça s'est amalgamé pour finalement créer cette espèce de ce récit qui se fonde d'image en image. Oui, ce qui m'a frappé, par exemple, dans la question, enfin, pour répondre un peu à cette question d'image, c'est que c'est par exemple la représentation dans la grotte de Lascaux du fameux homme à tête d'oiseau, donc qui est typiquement une créature fantastique du conte. Hein.